Merci, Monsieur le Président et chers voisins des Hauts-de-Seine. D'abord, bravo à Eric et à Meyer pour avoir, je dirais, été au bout du bout de cette mission et d'avoir passé d'une connaissance un peu, je dirais, livresque et académique et administrative à une connaissance de terrain. Ça vous transforme, ça transforme tout le monde et franchement, tous les collègues qui veulent effectivement, je dirais, voilà, prendre le témoignage de ce qu'est le bouleversement oui, et puis du globe aujourd'hui en action, il faut y aller. Alors d'abord, deux remarques pour aller complètement dans le sens d'Eric et de Meyer. Il se trouve que la première fois que je suis allé au Svalbard, c'était en 1996, pour le 280e anniversaire de sa découverte. Et quand nous sommes passés vers Ny-Ålesund, nous étions à peu près à une cinquantaine de milles de la banquise, à peu près à la fin du mois d'août. Là, quand je suis passé au large de Ny-Ålesund, effectivement, vers le 2-3 septembre, pour aller jusqu'au pôle Nord, nous avons fait encore 500 km avant de trouver la banquise en allant vers le Nord. Donc, un recul absolument formidable. Donc, ce n'est pas que le recul des glaciers, c'est aussi le recul de la banquise, notamment la banquise d'été. Et le deuxième élément, c'est effectivement la difficulté des rapports avec les pays riverains. Vous l'avez dit pour la Norvège, quand nous sommes en Antarctique, on en dit un tout petit mot, globalement c'est open bar pour la recherche, chacun peut faire ce qu'il veut à peu près où il veut. Là, il y a des pays riverains qui sont extrêmement jaloux de leur rapport avec leur ethnie locale, quand il y en a, c'est pas le cas au Svalbard, et jaloux avec leur mer et leur zone territoriale. Et juste pour aller encore un peu plus loin sur ce que vous avez dit, je vous citerai un troisième exemple de discrimination. Pour simplifier, nous considérons, comme vous l'avez très bien dit, que le Svalbard a été ouvert au droit international et à l'exploitation internationale en 1920 pour ce qu'était le Svalbard. Les ZEE n'existaient pas encore. Aujourd'hui que les ZEE existent, la Norvège dit évidemment les ZEE sont exclus de l'accord de 1920. Et ce que dit l'Union européenne et la Commission européenne, c'est que ces ZEE font partie du Svalbard. Difficile, sujet difficile, et sur lequel il y a effectivement de temps en temps des montées, des guerres qui ressemblent un petit peu à celles de Jersey actuellement, mais il n'y a pas de réponse dans les conflits, puisque quand vous regardez l'accès à l'Arctique, chacun des États côtiers, puisqu'il faut globalement quand même presque passer par ces eaux territoriales ou ces ZEE pour aller en Arctique, chacun de ces États peut mettre un verrou, que ce soit le Groenland avec le Danemark, que ce soit la Norvège avec le Svalbard, la Russie, les États-Unis et le Canada. Et pour vous donner un petit exemple, il a été interdit, pour des raisons qui n'ont pas été explicitées, au bateau, au commandant Charcot, bateau pavillon français, de débarquer au Svalbard pour quelque chose qui était prévu de longue date, enfin de moyenne date. Il a été même interdit au bateau de mouiller des bouées dans le cadre de programmes de recherche norvégiens financés par la Norvège avec des chercheurs norvégiens à bord. Donc on n'a pas pu les mouiller aux alentours du 10 septembre parce qu'il n'y avait pas eu les 6 mois d'autorisation anticipée. Et comme le bateau a décidé son départ quand il était prêt, évidemment ces 6 mois n'étaient pas possibles. Donc il faut faire ami-ami avec ses amis norvégiens dans un contexte où nous n'avons pas, je dirais, de support nautique. Donc là j'en viens un petit peu au deuxième sujet. Les Norvégiens, aujourd'hui, il y a des bases terrestres. On en a une à Ny-Ålesund, qui est une petite base, vous l'avez indiqué. Mais nous n'avons pas de support nautique. Et donc, la conséquence, c'est que nous ne pouvons pas aller... nous pouvons faire la glaciologie, mais nous ne pouvons pas faire d'océanographie. Et si on fait de la climatologie, en autonomie, on peut la faire que depuis la Terre. Et c'est très embêtant parce que les points de données qui permettent de savoir ce qui se passe du point de vue du climat et de la circulation de la banquise nécessitent d'avoir une plateforme. Donc, nous avons la stratégie du coucou. La stratégie du coucou, c'est-à-dire que nos chercheurs ont l'habitude d'une coopération intense et finalement, quelque part, vendent ou acclimatent leurs recherches avec ce que sont les plateformes qui peuvent les héberger dans le cadre de ces quelques brise-glaces scientifiques qui existent ici ou là. Ils sont très peu nombreux, mais ça veut dire qu'il y a une grande pratique, je dirais, de non-autonomie, de dépendance, mais aussi de présence de la part de la recherche française dans l'Arctique. Et de ce point de vue, donc, arrive l'élément nouveau qui est la décision, d'une part, de l'État de faire un astrolabe bis en 2014 pour prendre le relais de l'astrolabe ancien, qui ne fait que l'Antarctique, et puis un brise-glace privé, totalement privé, de la compagnie Ponant, dont l'actionnaire est M. Pinault,
donc qui a des moyens absolument exceptionnels, et qui met globalement à disposition un brise-glace qui coûte à peu près dans les 3 à 400 millions, c'est-à-dire 6 à 8 fois le coût du brise-glace public. Donc vous pouvez imaginer la différence de performance et de capacité. Ce brise-glace a fait c'est un brise-glace du Ponant, donc c'est un brise-glace à vocation d'abord touristique. C'est-à-dire que ce qui va le financer, ce sont des touristes. Avec ce paradoxe, qui est le touriste qui va voir la beauté fragilisée, contribue avec le bateau à la fragilisation de cette beauté. Voilà. Donc ça, c'est la grande difficulté. Et pour dépasser cette difficulté, ce que se propose la compagnie Ponant, c'est de faire en sorte que ce bateau puisse avoir d'autres enjeux et d'autres intérêts politiques, institutionnels et scientifiques pour la communauté en général. Donc ce bateau c'est la première fois qu'un bateau allait au pôle Nord dans l'histoire de France. Il a été au pôle Nord, donc il y est arrivé au pôle Nord le 6 septembre à 10h34. Et il y avait donc pour la première fois un drapeau au pôle Nord. Donc ça, c'est quelque chose qui relève d'une stratégie de présence qui n'est pas forcément très bien vue par les riverains. Et pour vous indiquer, simplement, un sous-marin nucléaire américain a fait surface à une dizaine de kilomètres. On pouvait le voir aux jumelles parce qu'évidemment, il pistait. Quel est cet inconnu qui commence à venir effectivement dans cette zone. Et d'ailleurs, une photo du sous-marin est dans le rapport en question. Et de ce point de vue, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que... Oui, sous la banquise, oui, c'est une zone de patrouille fréquente, parce qu'effectivement, historiquement, c'est un endroit très proche pour attaquer l'une et l'autre partie, de part et d'autre du rideau de fer, à l'époque. Et donc les sous-marins peuvent aisément faire surface en cassant 2 à 5 mètres de glace en gonflant les ballasts. Donc ça ne pose pas de problème. Les sous-marins français ne le font pas. Bon. On est donc en 2021. Nous souhaitons faire à Miami et le Ponant essaye de faire en sorte de faire reconnaître ce bateau comme un bateau durable dans l'espace. Et ce qu'il fait, c'est qu'il invite l'ensemble des autorités de tous les pays environnants, qui ont tous des responsabilités de sauvetage, pour regarder à quel point ce bateau non pas est un risque pour les riverains, mais peut-être une solution pour les riverains. Et ce que nous organisons, c'est effectivement, sur le plan du service public, avec la présence de toutes les marines du coin et la marine nationale, nous organisons un débarquement de survie dans le cadre d'une évacuation massive. Donc 70 personnes, dont votre serviteur, débarquent sur la banquise, établissent un camp de survie, et restent dans ce camp de survie 24 heures, le temps d'avoir bien froid. Et rentrent après, dans le cadre de tests de procédures de communication, d'équipement, de logistique internationale et d'habits, de camps, etc., qui sont d'un niveau de sophistication qui est bien supérieur à ce qu'est le niveau de sophistication des produits faits par la marine classique, y compris les marines d'État. Et la conséquence de cela, c'est que le premier message est passé, c'est quand la France envoie un bateau, fût-il privé, dans les zones arctiques, elle se comporte en coopération et deuxièmement, elle se comporte comme pouvant contribuer à la sécurité collective et en tout cas assurer bien sa propre sécurité. C'est très important parce que dans le cadre de la logique et du plan d'Arctique français, il y a une volonté, là je parle du ministère de la Défense, de présence politique d'ici 2030 pour ensuite pouvoir y projeter des forces. C'est quelque chose qui est progressif, qui aujourd'hui n'est pas perçu comme, agressif, mais si on se projette dans le moyen long terme, il faut effectivement que cette présence dans un endroit très occupé soit comprise de façon, la plus pacifique possible. Et le deuxième point et le dernier point, c'est la question de la recherche. Et donc ce qui a été fait pour quelque part donner une visibilité plus acceptable à la marque Ponant elle-même, c'est de faire un vrai pari de recherche. C'est-à-dire d'offrir dans ce bateau plusieurs centaines de mètres carrés et beaucoup d'équipements, hélicoptères, engins terrestres et autres, qui permettent de faire de la recherche. Et se trouve Et quand on arrive à ce sujet-là, c'est-à-dire est-ce que oui ou non nous pouvons faire de la recherche avec un bateau privé, c'est pas du tout dans la réflexion et les habitudes de la recherche publique française, qui se dit je vais être instrumentalisé, comment ça peut se passer, etc. Donc il y a une très grosse courbe d'expérience à faire pour savoir si ce bateau peut être légitimement conçu comme un bateau, océanographique. Il y a une réponse qui est un avantage qui est extrêmement important, c'est on n'a pas de brise-glace pour aller là où va le Ponant, et il y va régulièrement, dans des endroits où personne ne va, puisque c'est sa proposition de valeur sur le marché du tourisme. C'est-à-dire qu'il va vraiment où aucun bateau ne va. Bon. La seule puissance qui existe au-dessus de ce bateau-là, ce sont les navires, ce sont les brise-glaces nucléaires russes,
Donc on est juste en dessous. Donc on est bien devant les Américains, les Canadiens, les Norvégiens, on est devant tout le monde avec ce seul instrument public. Mais l'autre aspect aussi, c'est de ne pas déposséder la recherche publique de ses éventuels supports et de ne pas désarmer la recommandation, la revendication privée des chercheurs publics pour un bateau privé. Voilà, je m'arrête là.